population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour, et vous suivez Radio Cotonou, la 94.3, choix du duo candidat du Parti Les Démocrates, contesté par l'honorable Sodjinou, annulation de la fiche de parrainage de ce dernier par la Sénat, publication de la liste des duos candidats pour la présidentielle de 2026 sans le parti LD, liste validée par la Cour constitutionnelle, série de déclarations chez les démocrates, casse-tête du dépôt des dossiers pour les communales 2026, enregistrement des dossiers de 5 partis à la Sénat, démission de 6 députés du parti LD et proposition de loi portant révision de la Constitution, comme je le disais, pour, entre autres, l'institutionnalisation du Sénat au Bénin. Comme vous le constatez, l'actualité est très riche sur le plan politique. En dehors de la fragilisation du parti LD, certains s'interrogent aussi sur l'absence de certaines formations politiques comme le parti Renaissance nationale aux communales prochaines. Nous y reviendrons sur la dominicale de vérité, franc-parler. Et justement, aujourd'hui, nous recevons le professeur Patrick Renou. Il est sociologue, politiste et directeur de l'administration du parti Renaissance nationale. Bonjour à vous, monsieur Renou. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter l'invitation de Radio Cotonou. C'est un plaisir partagé. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikwe et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 113. Vous pouvez aussi envoyer vos questions via WhatsApp, des questions courtes, au numéro 50 52 52 113. À nouveau, bonjour à vous, professeur Patrick Renou. Bonjour. Voilà. C'est la première fois que vous venez donc sur notre plateau. Et oui, pourquoi vous avez choisi militer au niveau du parti Renaissance nationale? Une très belle question. Oui. C'est vrai que depuis que je suis revenu des études en Europe, oui, notamment après mon doctorat en sociologie à l'université de Bielefeld en Allemagne, oui, et mon doctorat en sciences politiques à l'université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, je suis revenu au pays, tout à fait, donc au Bercail, pour servir mon pays, donc à l'université, notamment à l'université d'Abomey-Calavi. Vous aurez constaté pendant plus de 12 ans, puisque j'ai soutenu en 2012, donc pendant près de 15 ans, 12 ans, 13 ans. Et moi, je précise en arrière, des années dans la profession. Tout à fait. Donc, j'ai été rédacteur en chef. Oui. J'ai gravi les échelons dans la presse aussi. C'est ça. Donc, vous convenez avec moi que pendant près de 15 ans, je suis intervenu sur les chaînes nationales, tout comme sur les chaînes internationales, pour apporter mon expertise sur la gouvernance, aussi bien au niveau de notre pays que du côté je vais dire, du continent. Et après cela, j'ai fait le point et je me suis rendu compte aussi que il faut joindre la théorie à la pratique. Et donc, pour avoir enseigné pendant longtemps la sociologie politique, pour avoir contribué de par mon expertise, tout cela peut être contenu dans l'enveloppe de théorie. Et donc, il va falloir passer à la pratique pour que les deux puissent apporter quelque chose de nouveau au pays. Et c'est ce qui justifie mon entrée en politique, notamment au sein donc, du parti Renaissance nationale. Pourquoi Renaissance nationale? Effectivement, lorsque j'ai regardé l'horizon... Parce que c'est dirigé par une femme, c'est ça? Non. Lorsque j'ai regardé l'horizon politique du Bénin, je me suis dit... à partir donc de l'éclairage qu'apporte cette dame-là, je veux dire Claudine Afiavi Prudencio, à partir de ses idées du point de vue du développement, à partir de son parcours de combattante, je pense pour ma part que
le choix, pour moi, est vite fait. Okay. Et je pense que je suis à ses côtés et pour contribuer à l'enracinement du parti et pour apporter aussi mon expertise du point de vue cette fois-ci pratique et en faisant une espèce de va-et-vient entre la théorie et la pratique pour contribuer à l'avancement des choses au sein du parti. Vous y plaisez? Oh, mais je pense que ça va très bien parce que je suis accueilli au sein de ce parti à bras ouverts par ceux qui étaient là avant moi et qui ont trouvé Donc vous n'avez pas encore reçu de coups? Non, je ne pense pas que cela fasse l'objet même de préoccupations particulières. On est au Bénin. Hein? Oui, mais... En politique. Hein? En politique. Et vous dites que vous ne recevez pas de coups, c'est quand même curieux. Lorsque les coups vont venir, je me serai déjà suffisamment préparé. Pour les endiguer, et les maîtriser, les contenir. Voilà. Merci quand même d'être aussi optimiste, je veux le dire. C'est ma nature. C'est ça. Optimiste. C'est important. Merci beaucoup. Et vous suivez l'actualité comme nous, vous décryptez l'actualité comme vous, parce que vous êtes politiste et autres. Alors, comment vous pouvez imaginer qu'on engage un processus électoral? Nous sommes dans la course pour les élections générales de 2026. Et la dernière actualité, c'est une proposition de loi pour la révision de la Constitution. D'abord, quand vous avez entendu ça, ça vous fait quoi? J'ai regardé tout cela avec toute la distance nécessaire et je me suis rendu compte que j'ai questionné d'abord les acteurs qui sont en jeu. J'ai questionné aussi le contenu de ce qui est proposé. D'accord. Et après tout cela, je me rends compte qu'il n'y a pas d'intérêt majeur qui puisse amener à compromettre, n'est-ce pas, cette nouvelle ambition qui est exprimée à travers cette proposition de loi, visant la révision de la Constitution. Et de quoi s'agit-il concrètement? Si je dis qu'il n'y a pas d'intérêt majeur, c'est que le chef de l'État actuel, lorsqu'on lit la proposition qui est faite, en tout cas le relevé des motifs, et qu'on voit un peu la logique qui sous-tend tout cela, le chef de l'État n'a pas un intérêt particulier. Et donc, cette révision ne représente pas un enjeu au point de cristalliser, n'est-ce pas, les ardeurs, au point de polariser les prises de position, dans la mesure où il s'agit d'une proposition qui va conduire, n'est-ce pas, je vais dire à un système du bicamérisme qui suppose qui suppose que l'on a à la fois un Sénat et de l'autre côté on a toujours l'Assemblée nationale pour rester un peu dans la logique de ce qui est pratiqué, n'est-ce pas, en France. N'oubliez pas que nous sommes un pays quand même colonisé par la France et que durant tout notre parcours, il y a des expériences que nous allons chercher et pour aider à asseoir notre politique au plan interne. En tout cas, ce qui est positif mérite d'être réimporté et par le filtre de notre savoir-faire. Et je pense pour ma part que cette révision-là n'est pas une révision qui permettent, n'est-ce pas, au chef de l'État, par exemple, de s'éterniser au pouvoir, n'est pas une révision qui va générer, je vais dire, la protection d'intérêts particuliers. Il s'agit du Bénin, il s'agit donc de ce système du bicamérisme, parce qu'on a pratiqué tout le temps le système du monocamérisme, qui veut dire simplement que nous avons une seule chambre, donc la chambre qui officie, qui contrôle l'action du gouvernement et qui fait, en tout cas, qui vote des lois et contrôle l'action du gouvernement. Donc, ce système, nous l'avons expérimenté pendant plus de 30 ans. Et il s'agit de faire le bilan maintenant pour voir si ce n'est pas mieux. Et lorsqu'on lit aussi cette proposition-là... Les députés qui ont déposé ça, ils ont fait le bilan avec qui? Non, mais... ils vous ont appelé, vous autres? Non, ne voyez pas seulement ceux qui ont déposé, parce que pour en arriver à une proposition, certainement qu'il y a eu des débats en amont. Certainement qu'il y a eu des discussions en amont. Il y a même eu des déclarations par le passé. Tout à fait. Donc, le but ici, c'est de voir l'arrimage qui
qui est fait à travers cette proposition de loi conduisant à l'installation donc d'un Sénat, c'est de voir l'arrimage avec même notre culture. Parce que il s'agit cette fois-ci de profiter de l'expérience d'anciens chefs d'État, de profiter de l'expérience des présidents de nos institutions et de profiter également de ceux qui auraient été désignés par le président en exercice pour, je vais dire, aider à l'animation de ces Sénats-là, dont l'objectif sous d'autres cieux, n'est-ce pas, est en parfaite harmonie avec l'Assemblée nationale, donc de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer finalement les politiques publiques. Voilà ce qui est fait sous d'autres cieux, et nous avons l'ambition de profiter, n'est-ce pas, de l'expérience de nos anciens chefs, parce que pour finalement les empêcher de tourner en rond, vraiment d'investir aussi. Donc c'est une boîte pour caser les pépés. Non, je ne dis pas qui perturbe pas moment. Là n'est pas mon intention. Mon intention, expliquez-nous, c'est que si vous voyez, vous observez un peu la scène politique, il y a des anciens, il y a certains présidents qui préfèrent s'engager dans un parti politique pour prendre des rôles de premier plan, et c'est parce que justement on ne peut pas... Qui se baladent pour mobiliser la foule. Je ne le dis pas en ces termes. Faire des déclarations. Je ne le dis pas en ces termes, mais c'est que pour avoir goûté à la chose politique, pour avoir pratiqué la chose politique dans l'arène politique pendant longtemps, une fois que ces chefs d'État passent le témoin à d'autres, ils ont l'impression de tourner le pouce. Ils ont l'impression d'être inutiles et donc veulent toujours être utiles, et je vais dire le procédé qu'ils ont trouvé, que certains parmi eux ont trouvé, c'est de s'engager, d'aider à créer un parti politique, de jouer les premiers rôles, etc., etc. Parce qu'ils ne veulent pas être loin du biberon, c'est ça? Non, je ne parle pas en termes de biberon, mais je parle en termes de pratique politique, parce qu'on ne peut pas les étouffer non plus tout de go. Parce que gérer pendant 5 ans ou 10 ans, par exemple, et peut-être avant, ça vous colle à la peau. Oui. Vous manquez même de sommeil par moment. Par moment, vous avez été très actif. Oisif. Et du jour au lendemain, vous passez le témoin. En respectant la Constitution, bien évidemment. Mais si on leur trouve un créneau pour continuer à faire profiter cette débauche d'énergie et d'expérience politique, c'est le Bénin qui en sortirait grandi. Et donc, l'idée qui est trouvée et qui est manifeste à travers cette proposition de loi, c'est d'en arriver à créer des cadres de concertation pour profiter, n'est-ce pas, de l'expertise de ces anciens-là. Parce que nous ne voulons pas non plus nous laisser, je vais dire, embobiner par, je vais dire, les clivages entre générations, ces clivages qui ont été théorisés, par exemple, par Komi Toulabor, qui parlait, n'est-ce pas, d'aînés et de cadets, relevant les jeux d'intérêt entre les deux. Et donc, ici, il s'agit d'endiguer un tant soit peu la possibilité d'avoir ces conflits et de permettre à cette génération d'hommes expérimentés ou de femmes expérimentées de se retrouver dans un cadre pour servir, pour continuer à servir la République. Et donc, je pense pour ma part que à partir du moment où il n'y a pas d'intérêt caché, il n'y a pas de velléité. Vous ne voyez pas un esprit malin peut-être qui va se réveiller au Parlement dès que l'accord sera obtenu? Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de risque. Et je suis sûr que si les démocrates étaient même en nombre suffisant, parce qu'il y a eu des défections dans leur rang. Oui, 6. Et au niveau, donc, reviendra. Au niveau du Parlement, même s'ils étaient les 28, ce qui est proposé là, je ne pense pas qu'ils puissent constituer toujours la minorité de blocage. Parce que ce qui est dit là est suffisamment limpide pour vraiment emporter l'adhésion
de tout le monde. Dans ce projet de révision, il y a l'idée, par exemple, et je vois très bien, c'est une vision qu'a eu, bien entendu, le président Patrice Talon au moment où il a proposé donc lui-même son projet de révision de la Constitution, c'est de mettre en veille, par exemple, les activistes politiques, donc durant la période calme, on peut le dire ainsi, parce qu'il est proposé donc la création, l'élection du président de la République après l'élection. Donc les activités politiques des partis politiques et des corps de la nation doivent converger au renforcement de l'action politique et autres. Est-ce que c'est rassurant pour vous, cette idée? Pourquoi pas, c'est rassurant. J'ai dit clairement ici qu'il n'y a pas d'intérêt inavoué qui soit en jeu. La pause politique, là. Non. Ça accroche qui? Ça intéresse qui? Ce que le chef de l'État a voulu faire entendre, et vous l'aurez constaté durant ces 10 années de gestion, c'est que il veut que l'on gouverne dans la sérénité. Et que... Est-ce que demain je peux encore vous recevoir? Oui, tout à fait. Pour critiquer. Ah, mais pourquoi pas? Dès qu'on va adopter... Pourquoi pas, si... Je vais me recevoir en tant que Renaissance nationale, on va me dire, mais lui, il ne lit pas la Constitution, bien quoi. Il y a pause politique, non? Non, vous savez, face à des questions d'intérêt national et face à la teneur de ces questions, selon que vous m'invitez, et sous la casquette d'homme scientifique, ou sous la casquette d'homme désormais politique, vous aurez vraiment des pans entiers de mes analyses. D'accord. Et donc, je pense pour ma part que je ne vais pas sombrer donc dans je vais dire, une espèce de loyauté au point de perdre de vue les questions les plus essentielles. Ce que je voudrais dire concrètement par rapport à ce que vous avez demandé, c'est que aujourd'hui, on a constaté que c'est une bonne chose que de vouloir gérer aussi dans la sérénité. Pour aborder vraiment les questions d'intérêt national. Les questions de développement. En toute sérénité pour conduire au résultat que nous avons commencé à observer dans le pays. Et je ne dis pas que tout est rose, mais c'est une action humaine qui a forcément des limites. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'éviter au maximum des clivages inutiles et de nous concentrer sur les enjeux majeurs de développement. Revenons sur le Sénat. Vous voyez qui pour prendre la tête de cette institution? Si on arrivait donc à passer le cap et que la création a été est obtenue, vous voyez qui? Je ne vois personne. Je ne vois personne pour le moment. Parce que et je pense pour ma part que... Ça va vous intéresser par exemple de voir le président de la République finissant là, de prendre la tête d'une institution pareille? Je ne pense pas a priori. Je ne pense pas a priori. Parce que là, il reste, hein? Ça veut dire, c'est ce que ça veut dire, non? Non, il reste. Il part de la présidentielle, mais il va au Sénat là. Bon, il va au Sénat, mais pas forcément pour prendre la tête du Sénat. D'accord. Parce qu'il est ancien désormais. Lorsqu'il passe son témoin, il devient ancien président. Tout à fait. Et le cadre qui est créé, c'est pour tous les anciens présidents. Et il y en avait avant lui. D'accord. Et il y en aura après lui. Et donc, moi, je pense que c'est un creuset. Parce que lui-même, en tant qu'homme et désormais politique, pour avoir joué le tout premier rôle en tant que citoyen béninois, pendant une décennie, il a accumulé forcément des expériences. Et vous avez vu quand même les actions qu'il a posées dans le pays. La manière, parce que beaucoup se posent la question, mais où est-ce qu'il a trouvé les sous, les moyens financiers pour faire tout ça? Et donc, c'est je vais dire une possibilité. C'est son problème qui est déjà là, non? Lui, il connaît déjà là où il a trouvé. Oui, mais on a encore besoin de ce n'est pas la même personne. D'accord. Vous savez, on a toujours besoin des anciens qui peuvent jeter des idées, qui peuvent partager leurs expériences, qui peuvent aussi aider à éviter des erreurs qu'on a commises par le passé. D'accord. Moi, je pense que je ne suis pas de ceux-là qui décident de rejeter les anciens, parce que d'ailleurs notre culture, la culture béninoise, veut que nous ayons un respect quand même face aux aînés, que nous profitions des expériences de nos aînés, et le cadre qui est tout trouvé là me paraît vraiment, je vais dire,
objectif, est venu à point nommé. Vous dites aux députés à l'Assemblée nationale, mettez le gaz, validez-nous ça très vite. Non, moi, je ne suis pas député. Ah, d'accord. Je ne suis pas député, je ne suis même pas candidat, n'est-ce pas, aux élections législatives et aux élections couplées. Je ne suis pas candidat. D'accord. Et moi, mon propos d'aujourd'hui, c'est d'attirer quand même l'attention sur le bien fondé. Ne voyons pas toujours le côté négatif de certaines propositions. Parce que tout de suite, quand on parle de révision, ça fait flipper, hein? Oui, effectivement. Oui. Mais je dis une chose qui vaut encore pour demain. Il faut essayer de questionner le contenu de la proposition. Si c'était, par exemple, qu'on a touché à des articles qui permettraient, n'est-ce pas, au président actuel de rester, les quatre. Voilà, et de rester au pouvoir, et je pense que des voix se seraient levées pour dénoncer un certain... Pourquoi vous parlez de moi-même? Non, Moi, je suis un citoyen simple. Et je suis un citoyen simple. Donc, je pense quand même que... Mais vous êtes un acteur. Vous êtes un acteur quand même aujourd'hui. Acteur politique. Oui. Face aux enjeux, face à la pertinence de ce qui est proposé, moi, je suis convaincu presque à 100% que la minorité de blocage que constituaient les députés et LD ne se serait pas opposée à une telle idée. À une telle idée, parce que ça met tout le monde en confiance. Oui. Et ça met tout le monde, y compris... Ça permet de trouver aussi une place à leur leader, par exemple. Vous voyez, non? Et en politique, il faut opter pour des concessions, des innovations qui permettent à tout le monde de se retrouver. Et qui permettent vraiment... à tout le monde d'avoir des possibilités d'échange. Et c'est très important pour moi. Et ce cadre qui est trouvé permettrait aux anciens, quel que soit leur bord, de se retrouver et d'échanger. Le président Yahya Boni, pour le nommer, a forcément des idées. Tout à fait. On ne va pas dire qu'il est mauvais. Il a aussi contribué. Donc, si vous prenez le président Soglo, vraiment, tout le monde a vu dans ce pays qu'il est un homme d'expérience, c'est pas lui. Adrien Ngbeji, vous voyez, c'est des grands hommes. Adrien Ngbeji n'a pas eu la chance, n'est-ce pas, de faire l'expérience de la gestion au sommet. Le Dajé national. Comme le Dajé national. Ils sont là, ils ont des idées. Avec le recul, ils peuvent proposer aussi des choses. Et le débat peut s'installer. Et de ces débats-là, on pourrait faire ressortir quelque chose de fondamental et de bien qui puisse éclairer la mise en œuvre des politiques publiques dans nos pays, notamment au Bénin. En tant que politiste, est-ce que vous avez prévu dans vos analyses ce qui est arrivé au parti LD? Ce qui est arrivé au parti... Parce que là, nous sommes dans la débandade totale. Oui, sur quel plan? D'abord, un député qui se lève et qui dit, bon, moi je retire ma fiche de parrainage, justice, cour constitutionnelle, après maintenant, démission, le duo candidat ne passe pas, des déclarations dans tous les sens, et ce sont même les acteurs de ce parti politique recalé qui appellent à la paix. Même le candidat qui a été recalé dit, bon, celui qui est en face, c'est un bon profil, allez-y dans la paix et tout. Le président Boni et le président Boni Yayi aussi qui fait une déclaration, et après, on note donc la démission de 6 députés au Parlement. Franchement, est-ce que vous avez prévu ça dans votre analyse? Il faut dire, à partir donc de l'histoire politique du Bénin, que les élections, notamment législatives et présidentielles, par le passé, ont toujours laissé subsister des poches de violence. D'une manière ou d'une autre. Si vous prenez 1991, au nord, vous aurez constaté, d'ailleurs j'ai publié là-dessus, et si vous prenez les élections de 2001, c'est pareil, et quand vous prenez récemment, 2019, mais en grande nature, si on peut le dire ainsi. Le plus important, c'est que ces cas de violence n'ont jamais dégénéré. Ça veut dire que les acteurs en présence savent sauver l'essentiel quand il le faut. Et je ne suis pas le seul à théoriser sur la question. Le professeur Bako Arifari avait déjà publié là-dessus, je crois, en
en 2001 ou en 2005. En 2005, si mes souvenirs sont bons. Moi-même, j'ai publié là-dessus plusieurs fois. Et donc, moi, je pense que cette culture qui vise à sauver l'essentiel quand il le faut, mérite d'être encouragée, mérite d'être regardée. Rapprochez-vous un peu plus. Mérite d'être regardée avec vraiment un optimisme qui fasse foi, n'est-ce pas, dans notre pays. Deuxièmement, lorsque j'ai analysé un peu la posture du parti politique LD, ce parti politique, vous avez cherché à savoir si ce qui est arrivé était prévisible. Oui. Et je pense que lorsqu'on a 28 députés, c'est le nombre exact. Oui. C'est la portion congrue dont on dispose. Et on est en politique. Et donc, je pense qu'il faut adopter une stratégie qui vise à sauver et à protéger les 28 parrainages qu'on a, dont on dispose. Donc, et je pense que la politique du premier leader même de ce parti, du point de vue de la gestion des hommes, mérite d'être, je vais dire, atténuée. Devrait être un peu atténuée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas confondre le rôle qu'on a joué en tant que président de la République au rôle qu'on joue maintenant en tant que chef d'un parti politique. Ce n'est pas la même chose. Et les intérêts ne sont pas non plus les mêmes. À partir de cet instant, le management au sommet de ce parti a laissé des fissures, a laissé des zones grises. Et vous aurez constaté, le président n'a pas pu conduire ses hommes. Être un peu plus modéré, c'est ça, c'est ce que vous dites. Dès qu'ils savent que c'est 28 seulement qu'ils ont, et il faut 28 pour aller. Il faut être modéré. Il faut savoir manager et espérer protéger ces 28-là jusqu'à la date fatidique. Deuxièmement, et moi j'ai fait une analyse dans ce pays où j'ai montré que les deux partis, je veux dire les partis qui soutiennent l'action du gouvernement et les partis de l'opposition se regardaient en chaîne de faïence pour ne pas désigner très tôt, n'est-ce pas, des duos. Mais on a vu que la mouvance a passé cette étape vraiment et a fait connaître son candidat, son duo. Et le parti politique, les démocrates... La mouvance est en position confortable, on peut le dire ainsi. D'accord, mais... Ils ont des excédents. Non, mais sur ce plan, non. Parce que eux, ils ont réussi à désigner. Qu'est-ce qui a empêché? Si tant est que les deux se regardaient en chaîne de faïence jusqu'à ce que les partis de la mouvance passent cette étape-là avec succès, qu'est-ce qui empêche les démocrates de vite faire connaître leur duo? Je ne vois pas si on est suffisamment préparé. Si pendant des années, on a lutté, et parce qu'un parti politique... On pouvait même le faire en premier, c'est ça? Un parti politique, pourquoi pas? Un parti politique n'est pas créé pour les beaux yeux de quelqu'un. Un parti politique est créé pour animer la vie politique, conquérir et exercer le pouvoir d'État. Ça veut dire qu'en amont, on a pris toutes les dispositions. C'est pas parce que on est un parti dirigé par un ancien président qu'il faut tergiverser et attendre les derniers jours, la veille pratiquement de la clôture, pour faire connaître un duo. Et vous avez vu les conditions dans lesquelles... Toute la polémique. Avec tout... Vraiment, je pense qu'il a manqué quelque chose de fondamental en termes de gestion de partis politiques à ceux-là aujourd'hui qui ne savent même plus à quel sein se vouer. Alors, que dites-vous concrètement aux 6 qui ont démissionné là du parti, alors qu'on prépare les élections communales? Il y a les dossiers pour les législatives à déposer, mais ils se retirent du groupe parlementaire pour aller où? Voilà. Vous savez, dans notre... ils quittent le groupe parlementaire. Oui, pour aller où? Ils sont des non-inscrits, pour le moment. Toujours dans leur parti là ou bien? Non, il y en a qui ont commencé à démissionner du parti lui-même. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui ont commencé à démissionner. Ça veut dire qu'il y a un climat vraiment... non maîtrisé, un climat qui ne permette pas toute la lucidité nécessaire au sein de ce parti. Vous avez vu, on a doigté Sodino, mais il n'était pas l'expérience, il n'était pas le seul. Moi, j'ai montré ici sur les chaînes que
le mal était plus profond que ça. À partir des signaux que j'ai observés, le mal était plus profond. Et Sogdinou, c'est par lui que le malheur est arrivé. Mais lorsqu'on suit les débats au sein donc de ce parti, lorsqu'on observe la crise politique qui s'est installée, qui a été créée et qui a perduré dans ce parti politique, on se rend compte que c'est face au processus de désignation que la polarisation des positions est observée. Vous pensez qu'avec cette démission-là, Sogdinou est sauvé? Parce qu'il était en ligne de mire, hein? Les citoyens, tout le monde, on dit, bon, c'est Sogdinou qui a fait ça, c'est Sogdinou qui a fait ça. Mais voilà qu'il y a d'autres démissions, au moins, il est sauvé. Donc, non, moi, je ne parle même pas en ces termes, mais avec les autres démissions, cela apporte de l'eau à mon moulin pour dire... Ça vient atténuer le coup de Sogdinou, c'est ça? Non, moi je ne parle pas non plus en ces termes. Moi j'ai dit que ça apporte de l'eau à mon moulin pour dire que le mal était plus profond et que Sogdinou n'était pas le seul. Il était peut-être le premier, le pionnier à poser l'acte, à faire éclater quelque chose, mais le processus qui a généré tout ça concernait plus d'un au sein donc de ce parti politique. C'est pour dire quoi concrètement? La gestion des hommes requiert de la pondération et requiert de l'anticipation. Et gouverner, c'est prévoir. Et donc, moi, je pense que il y a eu des malaises au sein de ce parti. Nous avons... Ce qui s'est passé, c'est le côté visible de l'iceberg. En réalité, il y a eu plus que ça. Si vous suivez Eric Oundété dans sa déclaration avant la désignation, vous avez vu, il a montré indirectement que lui-même, il a pleuré à la limite, et pour dire que vraiment, dans le processus de gestion, il y a eu des gens qui n'ont pas été satisfaits, et que lui-même, en tant que responsable de ce parti, il a subi des choses. Il voyait peut-être son tour, peut-être de briguer la magistrature qui lui file entre les doigts, c'est normal, non? Qu'il soit choqué? Bon, c'est normal, c'est humain. C'est humain. C'est humain. Mais ce qu'il a dit va au-delà du choc qu'il a reçu. Cela montre qu'au sein de ce parti, il y a effectivement des problèmes. Alors, le sort, c'est quoi? On connaît FZBE. Il y a eu scission. On a créé LD. Maintenant, là, il y a encore scission. Division. D'autres qui sont pour, d'autres qui sont contre. Le sort, c'est quoi? La disparition du LD aussi pour en créer peut-être quoi? J'ai dit ici que... Et de ma position de scientifique, tout est fait là pour la disparition du parti Les Démocrates. Faut pas réfléchir autrement, c'est ça? Non, je dis, ce n'est pas à moi. Moi, je n'ai pas créé LD. Donc, moi, j'ai observé et j'ai fait des analyses. Et je dis que lorsque vous considérez les crises politiques au sein d'un parti politique, et que ces crises-là sont généralement des divergences de points de vue relatives, n'est-ce pas, au leadership, relatives à la gestion des intérêts, relatives même au malaise je vais dire, à l'injustice que certains ont subi. Lorsqu'on observe tout ça, cela peut générer des cassures au sein donc de ce parti politique, comme ça peut générer à terme même la disparition de ce parti politique. J'ai dit ça avant d'observer les démissions au niveau donc des LD. Et des démissions, mais pas des moindres, parce que ce sont des députés. Dans un parti politique, des députés, les honorables députés sont, je vais dire, des guides, sont comme des guides, sont des éclaireurs, et qui rassemblent, et qui sont des leaders, qui ont impacté leur région par un certain nombre de choses. Donc, si cela se désolidarise du parti politique, cela crée des soucis énormes pour la survie donc de ce parti politique. Résultat, le parti politique LD va s'éclipser complètement, est en lambeau déjà. Vous êtes sévère. Et pourquoi? Parce que après les élections, ce parti sera incapable de lever des sièges au sein de l'Assemblée nationale. On a vu des députés LD maintenant. Après, il n'y en aura plus. Pourquoi?
C'est simple, hein, moi je pars sur la base donc d'éléments probants. Parce que d'abord, il n'y a pas la cohésion et tout ça. Et non seulement, ils sont démotivés. Oui. Ils sont démotivés. L'envol que ce parti avait pris pendant près de 10 ans et pour préparer l'alternance au sommet de l'État, ce parti... Ils se font d'abord d'ailleurs appeler Parti du peuple. Oui, mais aujourd'hui, ce parti... Et ils comptaient sur le soutien du peuple. La crise a fait que ce parti est complètement tétanisé. Ce parti-là est tétanisé, Est-ce que vous ne voyez pas que c'est peut-être bien organisé pour que le parti... Organisé par qui? Moi, je ne sais pas, je vous pose la question. Non, mais les crises... Les institutions, la Sénat et tout ça, et est-ce qu'on joue franc jeu finalement? Non. Le politiste. À supposer même, à supposer, et je l'ai dit, qu'il y ait même des mains invisibles. Oui. Des velléités à supposer. Oui. À supposer. Il faut se protéger à l'interne, c'est ça? À l'interne, le parti n'a pas pu se contenir. Et je ne pense pas, et ça je le dis sincèrement, je ne pense pas, vu les erreurs que les gouvernants de ce parti, les leaders, vu les erreurs qu'ils ont commises, il ne pouvait en être autrement. D'accord, on va évoluer. Et puis pour être plus précis, d'accord. Qu'est-ce qui a empêché ce parti d'avoir des accords de gouvernance pour protéger ces 28 et anticiper sur des cas éventuels de défection? Première question. Deuxième question, pourquoi ce parti n'a pas pris la mesure des 20%? Les 20% là, dans chaque circonscription électorale, mais ce n'est pas une sinecure. Ce n'est pas une sinecure. Et donc, il fallait anticiper. C'est un parti du peuple qui compte sur son... Mais je dis la plus... Qui compte sur le peuple peut-être. Mais ça, c'est une illusion. Ah bon? En politique, il faut savoir être réaliste. D'accord. D'accord? La réelle politique... Moi, j'ai lu Max Weber. D'ailleurs, j'enseigne Max Weber. La réelle politique recommandait à ce parti d'anticiper, d'avoir des accords de gouvernance et de prendre toute la mesure des 20% dans chaque circonscription électorale. Vous voulez dire... Le coach est raté là par rapport à l'élection présidentielle. Ça, c'est déjà hors jeu. LD hors jeu. Il reste les élections couplées. Législatives, communales. Là aussi, il faut avoir 20% par circonscription électorale. Aucun parti n'est suffisamment fort, je dis au Bénin, n'est suffisamment fort pour couvrir toute l'étendue du territoire national. Couvrir l'étendue, c'est une bonne chose. Et obtenir les 20%. Obtenir, ça c'est encore une autre paire de manches. Donc, aucun parti n'est suffisamment fort pour espérer avoir 20% dans chaque circonscription électorale à l'occasion, n'est-ce pas, des élections. Ce n'est pas possible. C'est justement pour des raisons que... Celui qui même a amené les 20% là. Est-ce qu'on ne peut pas lui poser la question? Si lui-même il sait déjà que c'est impossible. Non, il y a une idée derrière. L'idée, c'est d'amener les partis à se donner la main. Et c'est justement pour ça que la loi a prévu, le code électoral a prévu des accords de gouvernance et des accords parlementaires. Et donc, il faut en arriver là finalement. Voilà. Il faut réfléchir. Mais 20% et s'adapter à ces lois. Je dis, les démocrates ne peuvent pas avoir ça dans chaque circonscription électorale. Et j'ai dit aussi qu'aucun parti... Donc elle n'aura pas de députés, c'est ça, à la prochaine élection législative. L'UPR, ce parti a signé des accords de gouvernance avec l'ensemble des partis, y compris avec FCBE. Si vous prenez BR, c'est la même chose. Si vous prenez Moël Bénin, Renaissance nationale, c'est pareil. Et donc, tout le monde a essayé de se trouver des partenaires. Et le seul parti qui est en face est pétanqué. Et le seul parti n'a pas cru devoir. N'a pas daigné. C'est comme ça que vous voyez ça. Oui, n'a pas cru devoir, n'a pas daigné se donner une possibilité supplémentaire qui puisse l'amener à maîtriser le seuil qui est fixé et qui est de 20% dans chaque circonscription électorale du Bénin. D'accord. La Sénat est au charbon actuellement, en train de dépouiller donc les listes des dossiers pour les communales déposées. 5 partis ont déposé. Est-ce que vraiment vous pensez que cette institution-là joue bien sa partition dans ce processus jusqu'à présent? Moi, je ne travaille pas à la Sénat. Oui, vous ne travaillez pas, mais vous regardez la Sénat. Mais j'observe. La Sénat a lancé, a fait un calendrier et l'a rendu public. D'accord.
la Sénat est allée plus loin en convoquant tous les partis politiques à des séances. Il y a eu plusieurs séances et pour aider à comprendre le mode de fonctionnement de la Sénat et à se tenir prêt. Je veux dire, pour relever les défis qui sont ceux des élections. Et qu'est-ce que la Sénat peut faire d'autre? La Sénat observe ce qui est déposé, étudie et relève les irrégularités, décide, publie et puis après organise les élections. Moi, je pense pour ma part que à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments probants qui puissent amener à croire que la Sénat fait autre chose que ce qui relève de ses compétences. D'accord. Pourquoi au niveau de la Renaissance nationale, vous avez choisi ne pas aller aux élections communales? Pourquoi? Belle question. Vous savez... Parce que c'est le moment de réflexion, casse-tête, comment dirais-je, épreuve de nez dans les partis politiques. Oui. Mais vous avez refusé l'épreuve de nez. Non, c'est pas ça. Ah bon? On n'a pas refusé l'épreuve de nez. Parce que c'est le moment idéal. Oui. On dit les communales, vos militants à la base, vous les mettez sur une liste et vous refusez de faire ça. Je ne sais pas si vous avez bien suivi Renaissance nationale. La Renaissance nationale est, je vais dire, c'est affirmé comme parti politique à l'avant-garde même du choix. D'accord. Du duo qui s'est dégagé de la mouvance présidentielle. Et j'ai dit ailleurs que la Renaissance nationale ne soutient même pas le candidat, mais porte sa candidature. Ah, d'accord. Ah oui, ça veut dire qu'on est au fait même du processus ayant conduit à sa désignation. Vous ne venez pas en soutien. Vous portez. Nous portons la candidature. Et on l'a martelé plusieurs fois. D'accord. Même le candidat lui-même, en tout cas, le candidat lui-même le sait. Donc c'est le candidat qui vous a dit n'allez pas au communal? Non, non. Il faut séparer les choses. D'accord. Ça, c'est ce qui relève... Je veux avoir la réponse à ma question. C'est ce qui relève de l'élection présidentielle. Pour montrer que le parti reste un parti majeur dans l'arène politique. Ça, c'est ce qui relève de l'élection présidentielle. Pour parler même des élections municipales, communales et municipales, le parti a mené une réflexion. D'accord. Et a adopté une stratégie constructive pour montrer que, à l'étape actuelle des choses, il vaut mieux attendre, donc reculer, pour espérer mieux sauter. D'accord. Et donc, réussir le saut qu'on veut faire. Et c'est justement pour ces raisons que... Pour pas aller faire pied de figure, c'est ça? Et pour ne pas se lancer dans les élections de façon précipitée et pour avoir écouté aussi les partenaires politiques de Renaissance nationale, pour avoir mené des réflexions à l'interne aussi, assorties même des conclusions, le parti a décidé d'insister sur une refonte qui puisse relancer l'engagement politique, qui puisse relancer le militantisme politique en martelant encore une fois son soutien à l'action du gouvernement et en espérant ratisser plus large après cette restructuration qui puisse nous permettre d'aborder la phase de transition en toute sérénité. Vous allez vous fondre donc dans la masse, c'est ça? La Renaissance nationale? C'est-à-dire? Bon, après accord de gouvernance là, vous allez maintenant rentrer dedans correctement et bon, on va oublier la Renaissance parce que vous parlez de... Non, mais je ne le dis pas en ces termes. Un parti politique fait le bilan à des moments donnés et adopte des positions assez stratégiques. Continuer seul ou bien rentrer dans une autre organisation, c'est ça? Nous avons déjà donné la main, notre main à d'autres partis et par le biais des accords donc, et des possibilités d'accords. Ils ont pêché des candidats chez vous? Non, nous ne sommes pas... vous n'avez rien donné? Nous avons dit pour les communales... Mais c'est pas une perte, c'est ça? Non, vous avez dit une chose. On n'est plus à l'époque des alliances politiques. Et donc, le parti Renaissance nationale reste un parti vraiment égal à lui-même. D'accord. Et a fait des options. Ne va pas aux élections communales et municipales. Et vous ne positionnez personne? Nous avons échangé avec les potentiels candidats, n'est-ce pas, qui voulaient lever des sièges. Et ils ont murmuré beaucoup? Non, mais... Ils sont pas contents? Non, ils sont contents. Ah, ils sont contents? Pourquoi?
Parce que ce qui est discuté a apporté leur adhésion. Donc ils sont convaincus. Ils sont convaincus. De ce qu'il ne faut pas aller faire une aventure. Le plus important, c'est de marquer ce silence. D'accord. À cette étape précise des élections et de dire que nous ne sommes pas partants, plutôt que de faire une politique qui vire au louvoiement. Nous avons choisi en toute responsabilité d'engager cette discussion avec nos partenaires et de dire qu'à l'étape actuelle des choses, il faut revoir un certain nombre de considérations et rétablir la cohésion, et donner au mot rigueur toute son ampleur et de faire en sorte que la qualité de l'engagement demain soit plus probante. Même posture pour les législatives? Je ne peux pas le dire. Pour l'instant, vous n'avez pas statué là-dessus. Je ne peux pas le dire parce que je ne relève pas non plus des instances supérieures de ce parti. Et donc, à partir de cet instant, moi, je maîtrise ce qui est décidé pour les communales, vous n'êtes pas partant. Communales et municipales. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Merci. Mais toujours est-il que notre engagement auprès du chef de l'État reste un engagement sincère, un engagement clair, limpide, et je crois que le chef de l'État n'est pas dupe. Il observe la scène politique. Il sait qui soutient qui. Et qui a toujours soutenu de façon sincère. Et Renaissance nationale a toujours montré sa sincérité auprès du chef de l'État et est déterminé à aller de l'avant, toujours avec le chef de l'État, parce que j'ai dit, on profite toujours des expériences des autres. Et donc, on est à l'écoute. Et au même moment, nous portons la candidature de la mouvance présidentielle. De la mouvance. Ça veut dire que nous sommes au cœur du dispositif capable de peser lourd dans la balance à l'occasion, n'est-ce pas, des élections que vous voyez. Merci beaucoup à vous, professeur Patrick Renou. Vous êtes de la Renaissance nationale. Vous êtes également sur ce plateau en tant que politiste sociologue. Nous allons donner la parole maintenant aux auditeurs qui vont vous poser des questions. Et je le précise rapidement, les numéros pour intervenir, c'est bien entendu le 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. On ira aussi sur la toile pour lire les questions déposées via WhatsApp. Bonjour. Bonjour, je suis Honoré Benjamin Naoum. Oui. El Hadj Ramanou Badamassi, c'est ça. D'accord. Nous vous écoutons. Je salue votre invité. Oui. Je le félicite pour toutes les explications données. Maintenant, je voudrais lui demander comment il explique que des députés, il y a seulement quelques semaines, rassuraient encore la population sur leur union et leur détermination de rester ensemble et brusquement se désolidariser encore de leur parti et vont même jusqu'à démissionner. Comment il explique ça? Deuxième chose, est-ce qu'il est normal qu'un parti qui se réclame de l'opposition signe un accord de gouvernance avec un parti de la mouvance? Puisque vous avez dit dans vos explications qu'un parti politique naît, grandit et œuvre pour exercer le pouvoir d'État. Est-ce que dans ces conditions, ces partis-là, qui sont contraints peut-être aujourd'hui à un accord, peut-être envisager gérer le pouvoir d'État? Et pour terminer, est-ce qu'on ne va pas dire finalement que la réforme du système partisan n'arrange que les partis de la mouvance? Je vous remercie. C'était Ramon Badamassi. D'accord. Merci beaucoup à vous. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui, Sébastien Nyokosu. Sébastien Nyokosu. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je salue votre invité. Et ma première procuration pour vous, de Renaissance nationale, est-ce que dans ce pays aujourd'hui, parce que tout le monde a peur qu'on ne peut plus dire la vérité, je dis ça pour demander, vous allez apporter ma question à votre président, qu'est-ce qu'il bloque et le pacte tampon qu'il avait gagné Boléré, il avait discuté avec Boléré pour créer pacte tampon à Parakou. Et il avait vous parlez de port sec, c'est ça? Hein? Port sec de Parakou? Port sec de Parakou.
Mais qu'est-ce que ça vient chercher dans l'actualité du jour? On parle politique là, on parle politique. Oui. Non, c'est pour demander Oui. où est le projet maintenant, parce que le peuple a besoin de ça aussi. D'accord. On va inviter la ministre conseillère pour venir nous parler de ça. Je vous remercie. Deuxième question. Ma deuxième préoccupation. Oui. D'être invité à poser quelques questions. Pourquoi les LD n'ont pas fait accord? Selon lui, nous lui posons la question, selon lui, avec quel parti les LD peuvent faire accord? Quand on sait qu'au moment du vote, ceux qui ont la majorité, un député, qui est mon grand frère, disait, nous allons corser le code et voir comment tel parti et tel parti auront les parrainages. D'accord. Aux élections passées, les parrainages étaient à 16. Au moment où ils n'en avaient pas, on a dit qu'ils vont chercher partout. Les gens sont partis à Lomé, mais au moment de prendre, il a problème. Je ne veux plus revenir sur ça. Et pourquoi le parallèle qui était à 16 est ramené à 28 au moment où ils avaient 28 vice-vice? Et ma dernière préoccupation est que nous devons promouvoir les bonnes valeurs. Est-ce que le système partisan a donné force à un individu qui peut bloquer son parti, ou bien c'est le système est venu pour renforcer le parti, condamner ce qu'il a condamné? Sébastien, je crois que bonne émission à vous. Bonne émission. À vous aussi, bonne écoute, parce que vous participez également à cette émission. Voilà. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, bienvenue, Koumayon. Non. Je salue monsieur Patrick Renou. Oui. Monsieur Honoré Naoum, je voudrais demander à votre invité Oui. si la sociologie est respectée au Bénin par les cadres aujourd'hui. La science humaine. Aujourd'hui, monsieur Patrick Renou, nous sommes prêts pour la compétition. Et nous sommes prêts pour la compétition et on nous coupe l'élan, le souffle. Quelle sera la réaction de ceux qui vont compétir? Est-ce que ceux-là seront, c'est-à-dire ceux qui ont coupé l'envie de la compétition seront en sécurité vis-à-vis du peuple? Est-ce que ce n'est pas du snobisme qui a poussé Sodjinou et consorts à ce niveau à boycotter l'intérêt général? Vous ne voyez pas que le président du parti LD a failli à sa mission, a mal servi ce parti et conduire le parti à la dérive et semer de troubles à l'ordre public. Puisque si nous sommes là aujourd'hui, ce sont eux qui ont créé la scission de ce parti. Et aujourd'hui, maintenant, tout le monde, on ne sait pas là où aller se ranger, si c'est dans BR, si c'est dans UPR. Vous, c'est ça? Vous parlez de vous, bien quoi? Vous voulez vous ranger où? Vous êtes militant politique? Ah, vous ne savez pas? Ah, d'accord. Donc vous êtes LD, c'est ça? Je suis LD. Ah bon, ok. Là, ça nous permet de bien comprendre votre question, quoi. Vous ne savez plus, vous ne savez quoi faire. Vous êtes perdu. On est perdu, on est perdu plus que les bœufs de Boulani. D'accord. On ne sait pas là où aller aujourd'hui. D'accord. On a compris, Liamini Koumayon. Vous avez une dernière question? Ah? Vous avez une dernière question? Une dernière question? Oui. Comment peut-on faire maintenant pour aller se ranger à quelque part et on ne va pas nous donner des coups de coupe?
D'accord. J'ai compris votre question. Merci beaucoup à vous. C'est la perspective. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Epiphane Adanoto. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je vais simplement apporter une petite contribution en demandant à mon frère qui est sur le plateau, est-ce qu'il est fier d'être béninois et de bomber le torse que le Bénin, la démocratie y est toujours. La main sur le cœur, il n'a qu'à nous le dire. C'est regrettable pour mon pays, mon frère. D'accord. Bon dimanche à vous. Rappelez-moi le nom de famille, s'il vous plaît. Epiphane Adanoto. D'accord. Adanoto. D'accord. Voilà. Un autre bonjour. Oui. C'est mon cher Alain Foucault Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Paul Chaudaton, c'est ça? D'accord. Paul Chaudaton, depuis le stade du feu général Mathieu Kérékou. Nous vous écoutons. Merci bien, monsieur Naoum. Quand on parle de partis politiques aujourd'hui, j'ai toujours dit sur ces antennes que les Béninois, pour être au niveau des prises de décision, il faut aller s'inscrire dans les partis politiques et être titulaire ou suppléant. Sinon, ils vont toujours subir. Le résultat est là aujourd'hui. Oui. J'ai dit sur ces antennes que les militants eux-mêmes n'ont qu'à cotiser pour leur parti, pour être une force. Parce que si vous allez toujours tendre la main, c'est ceux qui ont les moyens qui vont toujours gouverner. C'est la loi du plus fort. Et c'est ce qui se passe sur le terrain. C'est la loi de la majorité. Si vous êtes faible, ils vont vous écraser. Et c'est la réalité est là. N'allons pas sur le dos de la cuillère pour leur dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et les gens se disent, il n'y a pas la paix est menacée. Quelle paix est menacée? Aucune paix n'est menacée. Laissez-moi vous expliquer. Vous êtes vous de la LD. Vous avez demandé à auditer la liste électorale. Est-ce qu'on vous a interdit? Ils ont même financé, vous êtes satisfait. Quitte fiscale, on ne vous a pas donné. Le parrainage, vous n'avez pas réussi. La loi a dit quoi? Respectez tout simplement la loi. Paul Chaudaton est venu pour faire l'émission, c'est ça? Vous n'avez pas de questions? Hein? Vous êtes venu pour faire l'émission ou bien... Ah non, mais c'est ça, les gens se plaignent dans le pays quand il entend la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que vous avez une question pour l'invité? Oui, est-ce que vous avez une question pour l'invité? Oui, vous voyez, monsieur Naoum, oui. Les dilatoires là, il ne faut pas qu'ils nous gaspillent les batteries qui servent à écouter la radio à la maison, quoi. D'accord. Tout avance. Donc le développement là, le Bénin est sur les rails du développement. Et rien ne va pas arrêter ce développement là. Si quelqu'un ne se retrouve pas dans ce développement là, tant pis pour lui. D'accord. Merci à toi, monsieur Naoum. D'accord, merci. C'est une contribution. Voilà. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Tu rends ton nom? Affirmatif. D'accord. Je salue votre invité. Oui. Et avant tout propos, permettez-moi de dire à l'opinion publique, surtout nous intervenants, personne n'est à l'école de quelqu'un. Si nous sommes en démocratie, c'est la liberté d'expression. Venez dire ce que vous pensez. Mais ne venez pas incriminer pour vous faire écouter ou entendre. C'est pas bien. Ça ne gagne pas l'émission. Pourquoi vous perdez votre énergie à répondre à quelqu'un? Vous gaspillez le temps sur l'émission, je vous en prie. D'accord. Voilà. C'est la liberté de penser sur Radio Cotonou. Allez-y seulement, posez vos questions. Oui. Bonjour, il vous écoute. Voilà. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui. J'ai écouté votre invité de fond en comble et de long en large. Il a dit ce qu'il peut dire pour... Ce qu'il peut dire. Je vous suis pas. Je dis... Oui. Il vient de dire ce qu'il peut dire pour calmer les ardeurs, pour orienter les uns les autres. Il vous a pas convaincu, c'est ça? Non, mais non. Il n'a pas convaincu à 100%. Ah, d'accord. Oui. Si certaines de vos questions... Si certaines de vos questions... Oui. Oui, il m'a convaincu. D'accord. Mais si d'autres, non. D'accord. Si nous parlons aujourd'hui... Ok, reposez-lui la question, de façon précise maintenant. Et il va vous répondre. Oui. Si, dites-moi personnellement, si le Bénin, nous sommes encore en démocratie, si notre démocratie n'est pas charcutaire, dites-moi la main sur le cœur. Deuxième
questions. Oui. Lorsqu'on parle de la démocratie, d'accord, Oui. et que la charte politique des partis politiques, en plus, la loi électorale actuelle sur lesquelles nous basons, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on revoie ces lois-là pour le bonheur de ce pays? Qu'est-ce qui nous presse si tant si c'est nous-mêmes qui avions voté ces lois? Parce que c'est notre idole. D'accord. Il va vous répondre, Mathieu Rantonou. Et pour terminer, Allez-y rapidement. moi, je ne voudrais pas incriminer quelqu'un, Oui. aucun parti. D'accord. Que chacun de nous, parce que là où le bas blesse, c'est à cette heure-ci-là où on dit non, il y a des démissions en cascade. D'accord. On a compris, Mathieu Rantonou. Merci. Permettez-moi de prendre le tout dernier intervenant et on va répondre aux questions. Bonjour. Bonjour, monsieur Naom Benjamin. Oui, votre nom? Allô, monsieur Ouvert. Je suis très content et je suis en train de rire depuis. Ah bon? Vous riez pourquoi? Non, à cause de mes amis qui ont été de venir répondre à chacun d'eux, même en commentaire, c'est pas bien. D'accord. C'est juste pour les dire, pour vous dire, vous êtes en train de gérer votre émission avec respect, avec ardeur. Merci. Merci beaucoup à vous. Vous avez une question? Oui, je salue l'invité. Oui. Et ma seule question, car elle est en train de partir, je veux dire à l'invité, est-ce qu'avec la manière dont leur parti a fait en train de signer l'accord gouvernemental, est-ce qu'ils sont en train de penser, comment on dit, que le gouvernement va les orienter pour les donner quelques postes, ceux qui sont des leaders de cette partie? C'est pourquoi ils ne veulent pas poser et aller aux élections. Ils ont laissé toutes les élections fatales comme ça. D'accord. Parce que c'est pas facile à un grand parti comme parti de province qui va se laisser comme ça et ça me fait jouer là. Ok. D'accord. Merci beaucoup à vous. On revient au plateau. Vous avez noté les questions comme moi. On va donc essayer de répondre. Je précise que je reçois ce dimanche le professeur Patrick Renou. Il est sociologue politiste et directeur de l'administration du parti Renaissance Nationale. Vous êtes sur ce plateau pour opiner donc et décrypter l'actualité avec nous. C'est tellement riche actuellement et les gens ont posé des questions. À commencer par Ramanou Badamassi qui parle de démission LD, quoi comprendre. Vous avez noté les questions, je vous laisse gérer. Oui. Merci et je salue tous ceux qui sont intervenus dans l'émission en posant des questions, en faisant des commentaires. Cela prouve que nous sommes sur, je vais dire, un terrain politique qui se veut suffisamment démocratique. C'est ça. Parce que la liberté d'expression dont certains ont parlé, cette liberté-là est observée à l'occasion, ou s'exerce à l'occasion donc de cette émission-là. Et c'est très important de le dire. D'accord. Deuxièmement, en tentant de répondre aux questions qui ont été posées, on me demande pourquoi les démocrates qui ont marqué leur union sont passés à la désunion. Oui. Jusqu'à la démission. Comment comprendre ça? Comment comprendre? Moi, j'ai essayé de mettre en relief un peu l'histoire récente de ce parti. J'ai essayé de montrer l'itinéraire qui a conduit à ce que nous observons au sein de ce parti-là. Et l'union, parce que face à la crise, il y a certains qui étaient optimistes également et qui le disaient de bonne foi, qui veulent qu'on redistribue les cartes, qu'on s'unisse, qu'on se parle pour sauver l'essentiel. C'est tout à fait normal. Mais à l'arrivée, on a constaté que même certains parmi eux qui ont lancé des appels à l'union ont préféré se désengager, se mettre à l'écart, se mettre en marge, de se désolidariser de ce parti politique, finalement. Et c'est leur volonté.
C'est leur décision. Moi, je ne suis pas là pour acclamer ou critiquer leur décision. Je suis là pour faire une analyse simplement à partir de ce que j'ai observé. Mais toujours est-il que, entre le désir d'aller à l'union et la désunion qu'on a observée, certainement qu'il y a eu des faits qui les ont poussés finalement à opter pour ce que nous voyons, à savoir la désunion. La désunion. Donc, le ver est dans le fruit. Je l'ai dit. On a connu une situation qui est allée à l'explosion. Ça veut dire qu'il y a des mois déjà. D'accord. On couvrait un certain nombre de choses au sein de ce parti. D'accord. Donc, ce que nous observons... Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va accélérer donc les réponses. Je vais vous aider à propos. Alors, il y a une deuxième question. Comment comprendre l'accord de gouvernance entre opposition et mouvance? Et moi, j'ai dit une chose. Je suis réaliste. Les démocrates ont accepté l'ensemble des lois qui ont été votées. Ça s'impose d'ailleurs. Et ça s'impose à tout le monde. Et ont accepté faire le chemin pour aller aux élections. Seuls. Ça veut dire qu'ils ont évalué leurs forces. Moi, face à des combats, j'aime qu'on évalue ses forces. Parce que vous ne pouvez pas faire des combats en espérant gagner si vous n'avez pas les rudiments nécessaires pour en arriver au résultat escompté. C'est ça. À l'heure actuelle, on a dit 28 députés pour parrainer. Donc, ils ont les 28. Ça, on peut dire, OK. Mais pour les 20% à lever dans chaque circonscription électorale, je ne sais pas si ils ont pris la mesure de la situation. Attends, ça veut dire quoi? Je vais poser la question autrement. Oui. Pour faciliter la tâche à tout le monde. Oui. Si vous étiez un militant de parti LD, oui, dans ce contexte-là, si vous donnez l'opportunité de proposer, vous alliez dire, chef du parti LD, il faut faire très vite pour aller signer un accord. C'est ça? Et soit, on décide d'aller, vraiment de faire cavalier seul, soit et aller au suicide, comme ce qu'on constate là maintenant, parce qu'ils n'auront pas de possibilité de lever des sièges, ou alors chercher l'accord de gouvernance, chercher un juste milieu. Le juste milieu, ça sera votre proposition. C'est la négociation, c'est le partenariat, c'est l'accord qui peut être recherché. Oui. Parce que ça participe également de la stratégie politique. De survie. Soit vous existez, et pour exister, il faut passer par là. Soit vous ne passez pas là, vous ne passez pas par là, et vous disparaissez. Système partisan. Et donc, il faut être réaliste. Système partisan. Il dit, est-ce que ça n'arrange pas que la mouvance? Le système partisan, la réforme du système partisan, c'est vrai qu'on a eu des voix discordantes. Par rapport au contenu. D'accord. Mais par la suite, tout le monde était d'accord avec tout le monde qu'il faut s'en accommoder. D'accord. Rien n'est parfait. Mais tout le monde était d'accord qu'il fallait s'en accommoder. À partir de cet instant, moi je ne vois pas ce qu'on peut reprocher au système. Il faut simplement prendre cette disposition en amont. C'est vrai que la solution la plus facile, c'est de diminuer par exemple le nombre de parrainages et qui était passé de 16 à 28 c'est de revoir un certain nombre de choses, mais la dynamique qui est mise en œuvre, c'est de faire en sorte que les partis soient plus forts et qu'ils s'étendent sur toute l'étendue du territoire national. Merci. Sébastien Yonrossou, il parle du port sec de Parakou. Ça, je ne peux rien en dire parce que... Vous ne travaillez même pas là-bas. C'est hors sujet. D'accord. Merci beaucoup. LD devrait signer avec qui? Je crois que vous avez répondu à la question. Mais FCBE, c'est un parti d'opposition, oui ou non? Oui. En tout cas. Mais qui est allé déjà de l'autre côté, non? Mais qui est réaliste. Ce qui est réaliste, FCBE a voulu, en tout cas, survivre. Pourquoi LD n'a pas fait la même chose, n'a pas négocié tout au moins avec FCBE pour qu'ils soient ensemble et signer des accords de gouvernance? Est-ce que FCBE est favorable pour signer avec LD? Pour autant que les deux se réclament de l'opposition. Mais c'est ça, être favorable ou ne pas être favorable. Il faut savoir manager. Il faut discuter. D'accord. Il faut faire profil bas. Il faut adopter une stratégie
qui puisse permettre ce qui, à première vue, paraît difficile. D'accord. Est-ce qu'un individu peut s'imposer à son parti politique, ce que Sogdinou a fait? Non, Sogdinou... La question est posée par Sébastien Rousseau. Non, je pense qu'il faut être réaliste. Il faut regarder les événements avec... il faut prendre du recul. Beaucoup de retenue. D'accord. Vous savez, et la position de Sogdinou, c'est l'expression de, je vais dire, d'une volonté de résister à des pressions. La crise est intervenue, lui-même a eu le temps de prendre la parole et de dire les raisons qui ont motivé, n'est-ce pas, son action. Et est-ce qu'un seul individu peut compromettre? Est-ce que Sogdinou était dans l'option de compromettre? Moi, je ne sais pas. D'accord. Je ne suis pas Sogdinou. Mais toujours est-il que, au regard de ce qu'il a vécu et qu'il a rendu public, il a fait son choix. La solution qui lui paraît la plus simple, c'est de se rétracter. Pour échapper un peu au rouleau compresseur de certains, c'est de s'échapper, de se mettre en marge. Et il avait la liberté de le faire. Et il l'a fait. D'accord. Yamini Koumayon, on va prendre quelques questions à son niveau. Il demande, est-ce que la sociologie est respectée au Bénin? Vous êtes sociologue. Moi je ne sais pas ce qu'il met dans le respect de la sociologie. La sociologie, c'est l'étude des faits sociaux. Maintenant, est-ce que c'est respecté par rapport à la question? Je pense qu'il voulait dire autre chose. D'accord. Parce que si on doit étudier les faits sociaux, les faits sont là, on les étudie. C'est ça. Maintenant, ce qu'il a voulu dire en évoquant la question, je pense qu'il voulait mettre en relief un peu les incongruités je vais dire oui, peut-être, et les positions marquées par les uns et les autres face. Donc, je pense que il ne s'est pas fait suffisamment. Sa question comprendre. Importante, c'est il dit on fait comment maintenant? Les militants de LD là font comment? Ils vont se chercher comment? Parce que lui il dit qu'il est perdu. Ah oui, mais moi je ne suis pas militant LD. Mais moi j'analyse. Mais vous êtes un politiste. Oui, j'analyse. Comment ils vont faire? Ils ne m'ont pas payé pour être leur consultant. D'accord. Mais vous savez très bien. Mais moi je vous ai invité comme un consultant. Oui, mais pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire. D'accord. Et vous m'avez invité pour que moi j'analyse les faits. Et donc aujourd'hui, vous n'avez pas la clé. Aujourd'hui les démocrates. Vous savez, pour ceux qui critiquent un peu la démocratie et autres, si les démocrates disparaissent, on peut créer un autre parti politique. Ils peuvent se retrouver. Ceux qui auraient choisi de continuer la lutte peuvent créer un autre creuset, un autre parti politique, pour peu qu'ils aient observé toutes les conditions de création d'un parti politique. Si tant est qu'ils veulent rester dans l'opposition, ils peuvent toujours créer un parti d'opposition. Ils peuvent toujours. Maintenant, ou bien rejoindre la grande masse. Ah, mais chacun est libre. D'accord. Un militant prend des décisions qu'il pense être objectives. D'accord. Pour son intérêt et pour l'intérêt de la nation. D'accord. Et puis Fana Dondo Tou, il dit, êtes-vous vraiment fier de la démocratie béninoise? Moi, je ne sais pas ce qu'il met dedans, mais toujours est-il que lorsqu'on a voté des lois, c'est vrai que certaines lois peuvent être discutées, peuvent tenir compte des minorités visibles, comme on le dit, on l'observe au Canada par exemple, mais toujours est-il que la position va-t-en-guerre ne règle rien. La position va-t-en-guerre n'aide pas à régler les situations. Quelqu'un dit que ça radicalise les positions. Ça radicalise. Moi, je pense que nous avons un Bénin à défendre. Et le Bénin à défendre et à co-construire. Nous avons un pays à co-construire. Et pour co-construire, cela suppose que chacun joue son rôle. Les lois sont votées. Et toutes les parties prenantes sont d'accord. Et donc, il faut mettre en œuvre les mécanismes de respect de cette loi-là. On peut faire l'âne pour avoir le foin suivant les situations dans lesquelles on se retrouve. Si on prend les démocrates, il fallait passer forcément par un accord de gouvernance. On va y aller très vite. Prétendre survivre et exister. Mathieu Rontonou, il demande est-ce que c'est pas possible de relire tout ça?
les lois qui sont adoptées. Mais la tout relecture. est possible. D'accord. Et les lois ne sont pas figées. Vous militez pour? Les lois, moi je suis sociologue. C'est ça. D'accord, sociologue politiste. Il faut étudier tout ça dans le contexte qu'on est. Donc, oui. aucune loi n'est figée. D'accord. Après 2026, on peut donc s'asseoir et revoir tout ça. À l'expérience, les différents acteurs verront ce qui a lieu de corriger. D'accord. Et dans la loi, pour que ce qu'il faut maintenir pour que la dynamique puisse être maintenue. D'accord. Parce que la Constitution elle-même peut être révisée. Oui. On a vu, elle a été révisée après 30 années, plus de 30 ans. Elle a été révisée. Elle sera peut-être révisée. Oui, mais c'est ça. Aussi longtemps qu'on éprouvera le besoin de rectifier quelque chose. Parce qu'on vote les lois pour les hommes. D'accord. Et pour l'évolution de la société. Merci. Arnaud Menton-Zouvin, il dit, lui n'a pas compris, hein, le parti piloté par Claudine Prudencio qui ne va pas à la compétition là. Est-ce que c'est pour avoir des postes? Est-ce que en signant l'accord, vous espérez avoir tout au moins des postes, sans être candidat à quelque chose? Je pense que l'intervenant n'a pas bien suivi ce que j'ai développé. J'ai évoqué les raisons qui ont amené ce parti à ne pas opter et pour sa participation aux élections communales. Donc, il n'y a pas accord pour avoir des postes, c'est pas ça? Non, mais un parti politique, si je dis non, vous n'allez pas me prendre au sérieux. Si je dis oui, vous allez prendre ça pour un acquis et me critiquer encore. Mais toujours est-il que, toujours est-il qu'un parti politique, comme je l'ai dit, anime la vie politique, essaye de conquérir le pouvoir d'État. Quelle que soit l'échelle où on se trouve, c'est-à-dire ça peut être à l'échelle nationale, comme ça peut être à l'échelle locale, et essaye de gérer ce pouvoir-là. Et donc, mais à défaut de tout ça, le parti peut influencer la gestion de ce pouvoir-là. Et donc, nous, pour influencer, pour espérer influencer, il faut participer à cette gestion. Et dans notre position, nous ne cracherons pas sur les possibilités qu'on nous donnera. On ne peut pas cracher. Si on crache là-dessus, c'est qu'on a fait l'option de ne pas jouer un rôle ça va être dans le progrès national. Et ça va être de l'irresponsabilité politique. Merci beaucoup, bravo. On va sur la page WhatsApp là pour piocher quelques questions rapidement. Datindeton Isidore qui dit « Bonjour Radio Cotonou, révision de la Constitution. N'est-ce pas l'arbre qui cache la forêt? Sénat, d'accord. Mais n'y a-t-il pas un autre projet de loi dangereux derrière, comme l'imposition des 28 parrainages qui ont empêché un parti du peuple de choisir le candidat de leur choix? Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Non, il n'y a aucun piège. Pour le moment, parce que le test qui est proposé est suffisamment clair. Et j'ai dit, il n'y a aucune possibilité pour le chef de l'État actuel, en tout cas lorsqu'on lit et lorsqu'on observe même ses actes, les actes qu'il pose, il n'y a aucune possibilité aujourd'hui de croire qu'il a des intérêts particuliers à sauvegarder et qu'il veut profiter des situations pour s'éterniser au pouvoir. Rien ne le montre. Et la proposition de loi est suffisamment claire. D'accord. Merci. Oui. Jean-Pierre Merelose de Sikekodi dit ceci. Bonjour le plateau et merci pour le professionnalisme de l'invité à répondre aux questions, chers invités. Que pensez-vous des démissions à l'Assemblée nationale et dans son propre parti? Que dit alors le règlement intérieur dans ces conditions? Sinon, je me perds un peu. Éclairez-nous. En réalité, lorsqu'on est député, comment il va dire, d'un parti politique, on appartient à un groupe parlementaire, mais on peut se désolidariser et être non inscrit. Je crois que c'est ce que nous avons observé. Vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique, qui plus est des élus de ce parti politique, et à l'Assemblée nationale vous prévaloir d'un autre parti politique. Ce n'est pas possible. Et donc, d'ailleurs, le parrainage, vous ne pouvez pas, on ne parraine que pour le candidat issu de son parti politique ou le candidat issu d'un autre parti politique si on a un accord de gouvernance avec ce parti-là. Et donc, dans le cas d'espèce, ceux qui se sont retirés sont des non-inscrits
et vont rester non inscrits jusqu'à la fin de leur mandat. D'accord, merci. Il y a Maurice Ogouchi qui dit « Le Sénat est extra-budgétivore. Avons-nous ces moyens, vu la précarité, la cherté de la vie et la misère du peuple ?» Vous savez, oui. Les institutions politiques, a priori, on peut avoir des jugements de valeur. Mais il faut questionner leur utilité pour le progrès social. Et dans le cas d'espèce, vu tout ce que je vous ai démontré, le Sénat, lorsqu'il est créé et lorsqu'il remplit les conditions que nous avons énumérées ici, participe du progrès social. À partir de cet instant, aucun sacrifice. Parce qu'il ajoute, est-ce qu'il n'y a que la politique pour occuper les anciens? Il y a Obasanjo qui est en train de lever donc aucun sacrifice les animaux et autres à cultiver la terre. J'ai dit aucun sacrifice ne sera de trop. Pour peu qu'on ait l'ambition de viser gros, de faire développer le Bénin et de faire en sorte que la paix sociale règne. Votre mot de fin? Je dirais que le Bénin, qu'on le veuille ou non, a amorcé la voie de son développement. Et par, je vais dire, la mise en œuvre des politiques publiques. D'accord. Et ce progrès que nous observons, et les petits pas de progrès que nous observons, nous amènent à nourrir l'espoir que demain sera meilleur. Le plus important pour nous, c'est de faire en sorte que les gouvernants qui vont prendre en main les destinées donc, du pays puissent insister sur les domaines de la vie sociale les plus importants. Et par exemple, l'emploi des jeunes. Par exemple, l'industrialisation du pays. Et la lutte contre l'extrémisme violent. Il y a tellement de défis à relever dans le pays que nous avons l'obligation de confier je vais dire, ces chantiers-là à des sachants et non à des gens qui viennent en villégiature. Et donc, le plus important, c'est d'insister également sur le militantisme politique et savoir que le pouvoir politique s'acquiert par le biais de ce militantisme. Et quand on est acteur majeur d'un parti politique, il faut travailler à ce que ce parti évolue et que les leaders de ce parti ne trouvent pas des prétextes pour écraser ceux qui sont sous eux, sous leurs ordres, et qui, sans commettre des erreurs peut-être, je vais dire, importantes, subissent, n'est-ce pas, certaines représailles. Pardon, oui, certaines représailles. Et donc, faire en sorte que nous allions de l'avant, que nous pensions nous penchions sur les grands défis sans lesquels notre pays ne peut prétendre aller au développement. Merci beaucoup à vous, professeur Patrick Reynaud. Vous êtes sociologue politiste et directeur de l'administration du parti Renaissance Nationale. À nouveau, merci pour votre passage sur Franc Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpei, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés donc, Radio Cotonou, et bonne suite de programme sur nos antennes. Merci. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.